42 jours aux concurrents du Pékin-Paris pour arriver place de la Concorde. Ils étaient partis sur les traces du prince Borghese qui fut le premier à remporter la course il y a 90 ans et qui avait alors allié la Chine. Entre l'Orient extrême et l'Occident, le voyageur va de légende en légende. Celle qui nous intéresse, nous, est celle du prince Borghese et un curieux aventurier à bord d'une étrange voiture. Chine démesurée, Tibet captif, Népal de tous les rêves, Inde mystique, Pakistan fébrile, Iran des mystères, Turquie de tradition ouverte sur une Europe uniforme. « 1907. Cela ressemble à une plaisanterie. En réalité, il s'agit d'un défi que lance le Matin de Paris dans ses colonnes. Qui est prêt, au volant de sa voiture, à relier Pékin à Paris? Le 10 juin, ils sont 5 équipages sur la ligne de départ à Pékin, conscients ou non de la démesure de leur entreprise. Il y a là 2 de Dion, une Spiker, un tricycle Comtal et une 10 chevaux Itala, avec à son bord le prince Scipione Borghese, accompagné d'Ettore Ghisardi, son chauffeur mécanicien. L'expédition est à la hauteur des rêves fous de Scipione Borghese. Sur les épouvantables semblants de pistes chinoises, comme dans les boues de Sibérie, il faut à force d'homme ou d'animal extraire la lourde Itala de ses pièges de terre et d'eau. Le 10 août, pourtant, Scipione Borghese triomphe à Paris au milieu d'une foule enthousiaste. Le prince a vaincu 2 empires et réalisé un des plus beaux exploits de l'histoire de l'automobile. Cœur au battement sourd du Tibet et du Népal, l'Himalaya s'ouvre sur la vallée de Katmandou. Scipione Borghese a suivi la route des nomades au nord, dans des plaines russes sans horizon. 90 ans plus tard, c'est la piste du sud qu'empruntent 96 concurrents au volant de leurs voitures anciennes vers les sommets de l'Himalaya, à travers un Tibet sous haute surveillance chinoise. Le Pékin-Paris 1997, laissant derrière lui les fugitives images d'un pays tibétain trop vite oublié, s'engage dans des chemins tortueux de l'énorme massif. L'eau des glaciers se précipite ici en cascade, dans les sillons dont elle a entaillé la montagne. Elle éclaire le vert sombre des pentes abruptes, franchit les routes, découpe les pierres, pour rejoindre les hommes dans les vallées et baigner leurs terres. Là, le voyageur doit prendre son temps. Le rythme de ce pays est inaltérable. La nature y conduit à la patience et à la prudence. De la prudence, oui, il en faut. Il en faut même à cette frontière où le drapeau chinois assure que le Tibet est bien gardé. Bienvenue au Népal, les enfants de la Croix-Rouge accueillent avec allégresse le rallye dans le village frontalier de Kodari. Et les voitures, une à une, poursuivent leur chemin de montagne, le même que celui qu'elles suivaient depuis plusieurs jours. Mais l'ambiance a changé. Ce bout de royaume népalais est comme un refuge sur les flancs de l'Himalaya. Mais on travaille dur au champ, en attendant l'hiver qui engourdira, pendant de longs mois, une vie déjà paisible. Le Pékin-Paris est bien loin encore de son terme. La course n'a pas vraiment commencé. Elle cherche où poser ses roues. Les pilotes ménagent leurs voitures,
avance sans hâte sur ces pistes étroites, chaotiques, caillouteuses, boueuses surtout, et s'engage dans les traces laissées par les lourds autobus qui relient Kodari à Katmandou. Et l'eau en abondance, cette eau qui surgit de partout et qui accompagne les hommes dans la vie comme dans la mort, tandis que l'on dresse un bûcher funéraire. Les rivières ici sont les artères qui font battre le cœur des villages. Elles sont parfois larges comme des fleuves. Les Népalais les ont apprivoisées avec sagesse et avec respect. La sérénité appartient à cette terre, aux gens qui y vivent. Ce ne sont pas ces étranges mécaniques venus d'un autre monde qui pourront la troubler longtemps. La montagne est trop belle, trop forte. Elle est trop rude aussi. Katmandou. Au creux de sa large vallée, l'ancienne Kantipur n'est plus le paradis artificiel des hippies d'autrefois. En revanche, tout un peuple y exprime sa ferveur. C'est la ville, dit-on, aux 100 000 temples. Hindouistes et bouddhistes y vivent en parfaite harmonie alors que tournent les moulins à prière. Les divinités partout présentes sortent de la pierre, et l'homme poursuit les rites immuables qui rythment son existence. Le bon vouloir des dieux est saisissable parfois du bout des doigts. L'essentiel de l'activité se déroule au seuil des maisons, des échoppes, des cuisines en plein air. Se mêlent là des parfums de fleurs et de fruits, comme pour chasser la pollution qui tente d'étouffer la cité. Commerçants et artisans se serrent dans les quartiers populaires. Une rencontre à Katmandou, c'est souvent un large sourire, un long regard qui se pose sur vous, un simple geste de bienvenue, c'est encore le silence d'un enfant timide. Les enfants, ils s'ébattent dans les eaux troubles de la rivière Bishmuati, où des hommes tamisent ainsi que des chercheurs d'or un mauvais limon pour trouver de la ferraille. Les moins pauvres, eux, vont à l'école où ils chantent la table de multiplication. En cette fin de mois de septembre, les Népalais, leur roi en tête, célèbrent l'Indra Tata, hommage à Indra, dieu de la pluie et roi des dieux. La foule mosaïque vive s'est rassemblée sur les marches des temples. Apparat et musique militaire. Les danseurs masqués ont investi Durbar Square pour leur parade. Déesse vivante de 7 ans, petite poupée de porcelaine, la Kumari est à l'honneur aujourd'hui, invisible sur son char. Pendant ce temps-là, les concurrents du Pékin-Paris sont arrivés à Katmandou, où un jour de repos les attend.
Repos, pas vraiment, car il faut remettre en état des voitures sérieusement malmenées par 15 jours de mauvais chemin. Le Français Paul Minassian raconte. Hier, nous avons eu une journée de répit parce que la route de notre dernier campement jusqu'à Katmandou était particulièrement défoncée. Ils ont eu des éboulements, des choses comme ça. Et en fait, la route a été ouverte relativement peu de temps avant que nous y soyons passés. Et à cause de ça, les organisateurs ont annulé tous les temps sur ce secteur-là. Donc les gens ont évidemment profité de l'occasion pour ménager leur monture. De même, l'Iranien Javid est plutôt heureux d'en avoir terminé avec un parcours aux multiples pièges au volant de sa Peken. La route était horrible. Il n'y a pas de route actuellement, mais beaucoup de glissements de terrain. Dans beaucoup de secteurs, il y avait des passages étroits qui étaient très dangereux. La montagne s'éboule avec de grosses pierres. Beaucoup de rivières traversent la route. Nous avons eu beaucoup de problèmes pour passer ces rivières. Le rallye va quitter Katmandou. Nous devons partir, nous aussi, vers la frontière indienne. Nous tournons le dos définitivement à cette somptueuse montagne et saluons encore une fois ces villages blottis près des rivières. La course reprend ses droits, sous le regard des enfants curieux et joyeux. Les terribles routes de l'Himalaya n'ont pas décimé cette étrange caravane de vieilles voitures, comme nous pouvions le craindre. C'est maintenant la plaine qui attend les concurrents, après les ultimes méandres boueux du Népal. Ce n'est qu'un au revoir à ce fascinant pays, à ces gens qui ont le cœur au bord du sourire. Un au revoir à ces vallées fraîches que le rallye quitte à regret. Nous laissons derrière nous un peuple en pleine communion avec ses innombrables divinités, rassurantes, effrayantes parfois. Le rythme de la vie semble immuable, comme protégé par une longue histoire.
Cette histoire ici est celle des vieilles maisons, celle des temples de Bhaktapur, la médiévale cité des dévots sur laquelle veille le roi Bhuttatindra Malla. Le temps a figé les pierres. L'architecture enthousiaste des grands bâtisseurs de jadis, la profusion et la richesse de l'art statuaire n'attisent plus beaucoup la curiosité des hommes de la ville. Le voyageur, lui, prend le temps de contempler les 55 fenêtres du palais royal, derrière lesquelles s'abritaient les 55 femmes du roi. Il s'étonne parfois de l'audace érotique affichée en bas-relief sur le temple dédié à Krishna, le dieu de l'amour, aux 1600 maîtresses. Et quand le soir tombe, les divinités que l'on croyait assoupies surgissent de l'ombre, comme si on les appelait. Pays de l'innombrable et du sacré, l'Inde est la porte ouverte à toutes les aventures. L'Inde et sa jeunesse font la fête au rallye dès le passage de la frontière. Les pilotes, eux, qui viennent d'affronter 18 jours de chemins ou de routes à peine carrossables, entrent dans le pays avec avidité et rêvent de s'affronter enfin sur l'asphalte, loin du chaos des pistes. Là, pourtant, ils seront confrontés à une circulation difficile et dangereuse parfois. Terre, elle aussi, des dieux multiples, elle est encore terre de contraste, peuplée, surpeuplée souvent, et communicative, active, oui active, jusque dans ses plus lointains villages, jusqu'au plus profond de ses villes. Cette activité se concentre au cœur d'un quartier, comme ici à Tanakpur, où les ateliers en plein air, les uns tout près des autres, mélangeant leurs ferrailles, leurs pneus usagés, leurs outils rudimentaires, dans des odeurs mêlées de poussière, d'huiles et de graisse, tandis que grésillent les fers à souder et que résonne le bruit sec des marteaux. Tout se répare, tout se bricole entre les mains d'un artisan habile ou d'un jeune tâcheron opiniâtre. Et les journées ont un rythme toujours semblable.
Le Pékin-Paris n'a guère le temps de s'attarder dans cette foule laborieuse. Ralph Mayer, pilote d'une Mercedes 280 SE, a connu quelques soucis. L'Inde, c'est très étrange. Les rues sont encombrées par des véhicules, des vaches, des moutons. Et l'on doit conduire très prudemment, parce que personne en Inde ne fait attention à la circulation. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont à droite, à gauche, ils coupent la route. Beaucoup de bicyclettes, de tricycles. Ils traversent dans tous les sens et vous devez être très prudent. Il ne peut hélas non plus, le rallye, s'offrir le luxe d'une escapade dans l'histoire de ce pays aux architectures fascinantes que de multiples cultures ont édifiées au fil des siècles. L'homme est confronté à l'éternité. La majesté de ses édifices le lui rappelle, le poids de ses travaux quotidiens aussi. La jungle, elle, semble cerner ce monde. On s'y aventure lentement pour chercher de quoi nourrir les animaux domestiques. Et les singes n'ont d'autre souci que de suivre les étranges mouvements de leurs frères humains. La montée dans la forêt de Nainital est l'occasion de tester les capacités offensives des voitures après les franchissements népalais. Paul Minassian, lui, fait le point au parc fermé. La voiture s'est comportée de façon magnifique, tant dans les sections relativement dures avant les passages de rivière, tant que pendant les passages de rivière eux-mêmes. On n'a eu aucun problème, la voiture s'est comportée tout à fait comme nous l'espérions. Le problème, c'est la fermeture de la frontière Inde-Pakistan. Paul Minassian, pénalisé lourdement pour un problème de pointage en Chine, est décidé à mener la chasse. John Catt et sa Ford Cortina, eux, tiennent bon. L'ambiance est à la fête ce matin, aux derniers préparatifs aussi. Descendre vite vers Delhi, puis remonter rapidement sur Amritsar et la frontière pakistanaise, tel est le programme de la course sur le territoire indien. Le Pékin-Paris dévale à toute allure les pentes en direction du Gange
sans seulement songer à jeter dans ses eaux une pièce porte-bonheur. Mais il faut arriver tôt à Delhi, où la halte sera courte. Rien n'a pu troubler la quiétude de cette terre mystérieuse, qui libère ses parfums les plus forts avec le soir. La gare de Delhi, c'est un nouveau départ pour nous. Vers la frontière du Pakistan. Vers de nouveaux chemins, de nouvelles images surtout. À bientôt peut-être, amis indiens. Le Pakistan est rude, comme l'écorce d'une terre intransigeante. Les hommes y sont fiers et l'islam omniprésent. La frontière est celle de deux pays aux relations tendues en raison du Cachemire. Mais surtout ici, on rentre en islam. John et Simone Catt, avec leur Ford Cortina, en tête du rallye depuis la Chine, sont eux encore surpris de leur bonne aventure. C'est une grande surprise. Nous devrions être dans les 20 premiers, mais pas les leaders. Pourquoi est-ce une surprise? En raison de votre voiture? Nous n'avons jamais fait une course de longue distance comme celle-ci. Et pour mon fils, c'est le premier rallye. Nous n'avons pas une grande expérience, mais nous avons eu de la chance et ça se passe bien. Le Pékin-Paris s'engage alors au cœur d'une des plus extraordinaires régions du monde. Il faut franchir l'Indus et remonter vers l'Afghanistan pour rencontrer le dénuement sauvage de cette contrée étouffée entre ciel et pierre. On avance là dans la poussière qu'au gré des sables et des cailloux. Le Pékin-Paris vient soudain de calmer son ardeur. La canicule l'écrase. La montagne pelée, griffée, trouée ne fait aucune concession à ses intrépides visiteurs. Elle n'en fait pas plus d'ailleurs à ces camionneurs qui chaque jour se suivent et se croisent sur cette route ingrate du Baloutchistan. Le Hollandais Van der Laan, deuxième au classement général au volant de sa 2 chevaux, est heureux dans cet enfer et pourtant il n'est pas au bout de ses peines. L'idée d'aller avec un 2 chevaux, la voiture est légère, la voiture est très confortable. Nous devons parcourir grande distance chaque jour, mais la voiture c'est très confortable. Ça prend très peu d'essence. C'est facile de réparer
Et ça c'est aussi un petit peu étroite. Le trafic c'est très compliqué ici, mais nous avons besoin de très peu de place de passer. C'est très pratique. Les voitures ont été bichonnées, lustrées, auscultées, opérées parfois. Au parc de Lahore, on pouvait encore se mirer dans leur chrome, se dire que leur splendeur passée n'avait rien perdu de son éclat. L'Américain Richmond, lui, se félicitait de rouler français. La raison pour laquelle nous avons choisi la 2 chevaux est qu'elle est conçue pour les très mauvaises routes. Elle peut rouler toute la journée avec le carburant le plus ordinaire. Et elle a des suspensions très simples pour les très mauvaises routes du Tibet et du Népal. En Chine, les routes étaient terribles. Nous avions protégé les suspensions et nous les avons cassées 3 fois. Ce que vous nous voyez faire maintenant, c'est le calage de notre allumage. Nous sommes descendus de la montagne où nous avions 3 cols à plus de 5600 mètres et où la voiture allait très lentement. Nous étions à 20 ou 30 km/h en première. Au milieu de la boue, au milieu des rivières, nous avons vraiment poussé la 2 chevaux à travers une rivière parce qu'elle avait calé et s'était embourbée. Mais il est prouvé quand même que nous avons fait un bon choix avec cette voiture. Lahore, capitale du Pendjab, centre culturel et intellectuel du Pakistan, doit l'essentiel de sa splendeur au règne des Moghols. Mais ceux-ci ont laissé un joli savoir-faire à leurs successeurs. Dans cette ville, la circulation motorisée et même piétonne est un art, voire une acrobatie. Le rallye s'est peu attardé en ces lieux de culte et de lumière. On dit que sur la route de Quetta, capitale du Baloutchistan, tout est possible. Les plus ambitieux, comme l'Iranien Ejadi, passent à l'offensive. Son compère Kazerani également. Parfois, ils sont bloqués entre falaises et ravins par ces énormes bahuts bariolés comme des manèges de chevaux de bois. Le chemin est pavé de mauvaises intentions, avec un mauvais bitume, bordé par de mauvais bas-côtés, caillouteux. Celui qui, ici, ne cassera pas sa voiture et s'habituera au terrifiant face-à-face avec les camions, sera un des maîtres de ce Pékin-Paris. Quetta est loin, et certains n'arriveront que dans la nuit, très tard, après avoir procédé à des réparations de fortune.
C'est ici, à Loreley par exemple, que John Vanderlaan perd sa 2e place au classement. Il vient simplement de casser un amortisseur sur les bosses de la route, et c'est dans ce petit atelier de village qu'il a pu trouver de l'aide. Les habitants de cette région sont des gens du désert. Ils sont rudes comme leurs montagnes, secrets, ombrageux et volontiers guerriers. Ce sont des patanes. Dans cette région plutôt inhospitalière d'aspect, la guerre n'est jamais très loin. L'Afghanistan est juste au-delà des crêtes sombres. Le Pékin-Paris se faufile dans ce paysage de rocs, de sable et d'herbes rases, pressé d'arriver à l'étape du soir. Toute la formation iranienne, Javed Kazerani en tête, vient au secours des Jadis qui a brisé un roulement avant de sa pécane. La réparation est longue et minutieuse. Ces 3 équipages n'arriveront pas de bonne heure. D'autres feront halte dans un village isolé pour un ultime ravitaillement au milieu d'une population curieuse. D'autres, enfin, n'arriveront jamais à Quetta. Les Allemands Joseph et René Veit et leur Volkswagen cabriolet blanche heurteront un autobus et trouveront la mort. Maria Bouvier-Nord témoigne. Malheureusement, nous sommes arrivés juste quelques instants ou quelques minutes après l'accident qui était mortel pour nos deux compatriotes, le père et le fils. Le père avait fêté son anniversaire la veille. Il avait 57 ans, le fils en avait 17. Et c'était pour les deux, et certainement pour le père, l'aventure de sa vie qu'il avait préparée depuis 2 ou 3 ans, à laquelle il avait consacré beaucoup de temps et bien entendu beaucoup d'argent aussi, et pour laquelle il était plein d'enthousiasme d'arriver à Paris et de montrer aux gens dans son village et à sa famille qu'il était finalement le roi de son village. L'Iran est une des plus fascinantes régions du monde. Son désert est implacable, son islamisme intransigeant. Le regard de l'ayatollah Khomeini semble à jamais poser sur ce pays qu'autrefois on appelait la Perse. Il pèse encore sur ces femmes voilées et inspire toute activité civile, militaire et bien sûr religieuse. À la première halte de Zahedan, le rallye meurtri par le Pakistan fait ses révisions. Ainsi l'Italien Andrea Campagnoli, encore un qui a choisi l'incroyable et increvable de chevaux Citroën. Ma première voiture était une 2 chevaux. Elle était robuste et légère. Nous avons fait 8000 km dans l'Himalaya. Les routes étaient impossibles. Pas de route. Beaucoup de trous et de ravins. Et tout s'est bien passé. Nous espérons arriver à la fin et faire 10 000 km. Nous avons changé le moteur. C'est un moteur de GS, 4 cylindres, 5 vitesses,
Nous avons renforcé aussi le châssis et le reste est d'origine. On ne sait plus si le Pékin-Paris a pris possession du désert ou si le désert lui-même l'absorbe et le digère. L'excellent état des routes iraniennes suffira-t-il aux plus puissantes voitures pour gagner du temps entre ces montagnes sèches et arasées par le vent? Broderick, ici avec sa Ford Anglia, longtemps bien classée, a pris du retard au Pakistan. Arnold Bauer n'attend plus, lui, que l'agrément du voyage au volant de sa BMW. La chaleur est accablante dans le désert du Dasht-e-Lut qui cerne le bitume brûlant. Ville morte, Bam est une des forteresses de ce désert. Elle a été bâtie à sable pour mieux se confondre, sans doute, avec la terre aride qui la porte. Avec leur Jeep Willys, les Anglais Surtees et Bayliss sont en tête. Le rallye s'est accéléré pour tout le monde. Mais c'est un plaisir de rouler sans se soucier des pièges de la route. L'Autrichien George Tinzel, à bord de sa Peugeot 404, s'offre ici un dernier grand frisson. J'ai 68 ans et je pense que je ne ferai plus de grandes aventures dans le futur. Et c'est la raison pour que j'ai choisi ça. Et aussi ma femme a été d'accord de faire ça. Vous n'avez donc pas fait de préparation spéciale? J'ai substitué les amortisseurs, 4 amortisseurs. J'ai mis une plaque pour la protection des moteurs, des boîtes de vitesse. Et j'ai acheté 4 roues avec des tailles hivernales d'une compagnie autrichienne. Le Pékin-Paris remonte sur Ispahan à bonne allure. Il est salué dans les villages par une foule qui fête sans retenue Javid, Ejadi et Kazerani, ces héros iraniens en Pékin. Il y a longtemps qu'une telle épreuve n'a pas traversé le pays. Aussi, chacun profite-t-il de l'événement. Hans Dichtel, le pilote autrichien de la Rolls-Royce Silverdawn de 1950, est satisfait, lui. Pas de problème. Avant mon départ, mon mécanicien m'a dit « S'il te plaît, ne touche à rien. Si tu ne touches à rien, tu vas à Paris. Tu verras Paris. » De la belle sérénité d'Ispahan, les concurrents ne profiteront pas longtemps. Maintenant, il s'agit de remonter sur la frontière turque. Encore 2 étapes avant d'arriver à Tabriz. Mais les positions n'ont pas changé au classement. Elles ne changeront pas d'ailleurs. Les Pécanes sont lancés à la poursuite de Surtees, qui mène le bal des vieilles dames de la route, et il entend bien le mener encore en Turquie. La Turquie, ce n'est presque plus l'Asie.
Et ce n'est pas encore l'Europe. L'Anatolie assure une étrange transition jusqu'au Bosphore. Oui, Surtis et sa Jeep sont bien là, toujours en tête, au pied du mont Ararat enneigé. L'Anatolie orientale, à la bordure nord du Kurdistan, accueille un rallye où la régularité et l'endurance, jusque-là, ont prévalu sur la vitesse. Les principaux rivaux du Britannique sont à 4 minutes et plus de la Jeep Willys et le parcours turc ne semble pas de nature à bouleverser le classement. Seul l'Américain Thomas à bord de sa Ford Club peut encore nourrir quelque ambition alors que le rallye se dirige vers Erzurum au cœur de nouvelles montagnes. 27e au classement, le Grec Poukidis n'a plus d'ambition mais se montre satisfait de sa Chevrolet Bel Air. Oui, bien sûr, d'un certain point de vue, elle est très lourde. Mais d'un autre côté, c'est une voiture très fiable. C'est une Chevrolet Bel Air de 1955 et c'est très original car pour la FIVA, il n'y a pas de différence, il n'y a rien de modifié. Elle a eu beaucoup de problèmes pour se frayer un chemin sur les routes étroites et dans les encombrements. Maintenant, je pense que tout va aller bien et que je serai payé en retour des efforts que j'ai faits depuis la Chine. La Cappadoce attend sans impatience le Pékin-Paris et son défilé de voitures prestigieuses. Au bout de ce long chemin, un curieux pays. La Cappadoce, volcanique et blanche, a le dos usé. Elle a un dos entaillé d'où saillent pêle-mêle de pâles effroyables vertèbres. Paul Minassian, lui, fonce maintenant vers Istanbul et le Bosphore. Au-delà de ce pont, l'Europe. L'Europe et les derniers témoignages d'un monde islamique. Ici à Istanbul, Paul, vous changez votre pneumatique. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient en bout de course? Non, pas du tout. Ils avaient encore un bon kilométrage à leur actif. Mais c'est une section qui va être relativement rapide, relativement compétitive. Ça valait le coup de repartir sur de la gomme neuve. Les pneus à l'arrière qui sont là depuis le début commençaient un petit peu à montrer un petit peu des signes d'usure. On les a traités vraiment sans aucun respect. Le fait qu'ils auraient pu encore faire 3000 bornes jusqu'à Paris, c'est assez explicite en soi. Les charmes de l'Orient sont derrière le rallye. L'Europe, pour certains, c'est enfin. Pour d'autres, c'est déjà. Le Pékin-Paris, au pied des météores, traverse une Grèce sans soleil et donne aux concurrents une des dernières occasions de s'affronter pied au plancher. Les pentes du Montparnasse, sous la pluie, ne changeront rien à la hiérarchie de la course. Même Paul Minassian, 34e, qui attendait beaucoup de ce parcours, restera sur sa faim. Phil Surtis, lui, peut assurer sa victoire.
Jason, le flegmatique danois, peut tirer sur son cigare. Et on embarque pour Ancône. Le Pékin-Paris peut flâner un peu plus tard, sur les rives du lac de Garde. La course est jouée désormais. On termine une aventure, comme la termine Gary Asher et son équipier Bruce Young dans leur Aston Martin. Les Alpes offrent un ultime frisson et les premières neiges en prime. Cela change de l'épopée des sables iraniens ou pakistanais. L'Europe, en ce mois d'octobre, commence son hiver. Les équipages dans les cabriolets commencent à souffrir du froid. Pilote de la France Hooper Sport, la plus vieille voiture du rallye, Hermann Leyer, malade, avait dû abandonner en Chine. Mais rétabli, il était réapparu en Turquie. Le voilà sur les routes de France, rêvant comme tous de Paris, rêvant de conduire place de la Concorde, cette fabuleuse machine qui survit à l'histoire. Oh, c'est une voiture de fabrication américaine. Une américaine La France, avec 10 litres de cylindrée et un châssis très costaud, de type cabriolet. Borghese, lui, avait une Itala. Nous avons fait un voyage sur le premier itinéraire il y a 10 ans, avec la voiture originale. Il y avait 5 conducteurs. Nous avions des caravanes. Mais nous avons mis plus de temps que Borghese. Nous sommes très heureux et nous espérons bien rallier Paris. Paris entre en scène et la place de la Concorde se fait belle au soleil d'octobre. Phil Surtees et son équipier John Bellis touchent les premiers au cœur de la capitale. La Concorde a un air de fête. Elle a aussi comme un goût de champagne. Aujourd'hui, votre voiture était bien? Pas de problème? Ah, l'embrayage, mais... Ok. Nous avons pu passer entre les gouttes de Coca-Cola. Votre voiture est fatiguée, peut-être? Ah oui, comme le pilote. Le vrai bonheur est là, au bout de 16 000 kilomètres d'aventure, à travers l'Asie puis l'Europe. Il est là quand les lèvres et les bras se tendent vers celui que l'on attend. Et il est temps enfin de fêter les héros du voyage. C'était une belle aventure humaine, ça a été un voyage absolument fabuleux. Ça restera dans tous nos esprits une aventure de premier ordre. On ne va pas l'oublier de sitôt. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce rallye? Les gens. Les gens, tant les concurrents et l'état d'esprit et l'ambiance qu'il y avait entre nous, que les gens que nous avons rencontrés au long de notre route, des gens simples, des gens vrais, des gens pas contaminés par tout ce que nous avons ici, ça a évidemment ses avantages, mais ce côté bon pain était une chose absolument extraordinaire. Alors pour la prochaine grande aventure, c'est quand? Dans un an, Londres-le-Cap.